Il y a quelques mois, j'ai acheté ce synthé qui s'appelle Mega FM. Comme on peut le deviner, de par la police utilisée pour le logo, c'est un synthé qui utilise la puce de la Mega Drive, la YM200 2612. Il y a même 2 puces de la Mega Drive dedans. J'ai pas encore eu trop le temps de l'utiliser. Je pense que j'en ai pas encore tout à fait le tour. Et pour tout dire, j'ai toujours pas trouvé d'utilisation vraiment. Je comprends toujours pas quelle est la meilleure façon de l'utiliser. J'ai essayé plein d'approches et à chaque fois je suis pas convaincu. Je vous préviens, c'est une vidéo que j'enregistre en plein de petits bouts à des jours différents, dans un ordre chronologique douteux, et il y aura probablement beaucoup d'incohérences de volume, de son, d'image, tout ça, mais je pense qu'on s'en fiche. Puis bon, je suis pas payé pour faire ça. Hein. Et en plus, je me suis aperçu en faisant le montage de cette vidéo que il y avait un limiteur audio sur le logiciel avec lequel j'enregistre qui était activé et qui s'entend des fois. Mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça. En même temps, je trouve que c'est assez représentatif de cet outil qui a un volume tellement erratique que des fois il se retrouve très fort et que le limiteur est actif. C'est comme ça. Bien, c'est pas vraiment de sa faute, mais c'est un peu de sa faute quand même. Je me disais que j'allais au moins en parler. Je sais pas s'il y a beaucoup de reviews, de démos de ça sur internet, mais je vais en faire une en français. Pourquoi j'ai acheté ça ? Cette puce là, la YM 2612, c'est une OPN2. Ça fait partie de la célèbre famille de puces de Yamaha, qui sont des puces FM. Il y avait la OPN, OPL, qu'est-ce que j'ai dit, NML, OPZ aussi. Enfin, il y a eu plein de modèles qui ont été utilisés dans plein de synthés ou consoles, donc dans la Mega Drive. Dans les cartes son Adlib aussi, il y avait pas la même puce, mais une puce de la même famille avec pas exactement le même nombre de canaux. À l'époque, on ne pouvait pas facilement sampler les sons, des longues plages de sons pour mettre dans les jeux vidéo. Chaque carte son avait sa propre façon de rendre la musique dans les jeux, qui était souvent plus ou moins en MIDI. Et si on avait une carte son Adlib, on avait le droit de la FM, il fallait au début du jeu dire j'ai une carte son Adlib ou j'ai une carte son Sound Blaster ou je sais pas quoi, et puis on avait soit des samples, soit de la FM, soit d'autres trucs. Et la plupart des jeux avaient plusieurs versions de la musique pour aller avec chaque type de carte son. Des fois, ça correspondait un petit peu à des standards d'instruments, un peu comme des standards GM, pour dire bon bah si l'instrument qui doit jouer c'est une trompette, bah règle le son un petit peu comme ça et ça va bien sonner. Mais parfois il y avait certains jeux, et il y a en particulier un français qui s'appelait Stéphane Pic qui était réputé pour faire des musiques spécifiquement pour les cartes Adlib, donc Adlib avec 2 opérateurs et qui faisait vraiment du sound design. Je pense qu'il devait utiliser un tracker, probablement Adlib Tracker, je sais pas.
Et c'était des musiques dans lesquelles on pouvait très facilement avoir sur une note, on pouvait mettre des commandes, je pense, si c'était fait sur Tracker, j'imagine qu'il devait mettre des commandes par note. Alors cette note-là, elle a un petit vibrato, cette note-là, on va augmenter l'opérateur, etc. Et donc note par note, il pouvait faire vraiment du sound design, avoir des sons de percussion, des sons des effets particuliers qui étaient réalisés grâce à la spécificité de la puce, quoi, vraiment en changeant. Have a nice day, baby. Enfin, ça donne envie d'utiliser ça en live, de séquencer ou d'une façon, je sais pas, générative ou quoi. On aurait envie de se dire, je vais faire des séquences dans lesquelles les paramètres du son vont changer continuellement au cours de la séquence, et pas juste comme un preset qui va être utilisé uniformément pour lire toutes les notes. Ça pose beaucoup de questions, ça. Même avec des machines comme ça, c'est faisable. Mais ça demande de réfléchir à comment le faire, avec quels outils, qu'est-ce qui va contrôler quoi, enfin, d'opérateurs, de formes d'ondes, etc. Mais le son est assez proche. Dans pas mal de synthés, le plus connu c'est peut-être le DX7. Enfin, j'ai plusieurs synthés qui ont des puces un peu similaires. Ce truc-là, c'est un PSS 480. C'est un tout petit synthé, un peu un synthé jouet de Yamaha, et il a une puce FM. Avec 2 opérateurs, ça doit être plus ou moins la même puce que sur les cartes son Adlib. Je suis pas sûr qu'il y ait des piles dedans. J'ai un autre synthé qui utilise un synthé en rack qui utilise une puce un peu similaire, c'est le TX80Z qui est là. Autant dire que c'est une famille de puces que j'aime bien. Le seul problème que j'ai en général, enfin l'un des principaux problèmes que j'ai eu avec les synthés qui l'utilisent, c'est que par exemple le TX80Z là, il est difficile à contrôler. C'est-à-dire, si on veut retoucher l'attaque d'un son, si on veut retoucher les paramètres, il n'y a pas de sliders comme ça, il n'y a pas de boutons qu'on peut physiquement tourner. Il faut soit passer par une interface sur PC, soit... moi j'ai pas de télécommande, je sais qu'il existe un contrôleur dédié mais je l'ai pas, et on peut pas passer par un contrôleur arbitraire parce que tout est en 6x, et donc il faut aller naviguer dans un menu avec des boutons. En fait, ça fait tellement longtemps que je dis l'interface de ces trucs-là, elle est pénible. Il faut appuyer sur plein de boutons, il faut appuyer sur des boutons là, l'interface de... Et puis il y a des MIDI data error en plus. Mais il faut appuyer sur des boutons pas du tout pratiques, qui vont pas du tout bien appuyer. Enfin, on peut pas s'en rendre compte comme ça, mais ils sont vraiment pénibles ces boutons. On appuie une fois, ça appuie 5 fois ou 0 fois. Et il faut naviguer dans des menus pour changer le moindre truc, et donc c'est vraiment pénible. Et ça fait très longtemps que je dis pourquoi quelqu'un fait pas une version de ces synthés-là, comme le TX80Z, avec juste des sliders, des boutons qu'on peut physiquement... contrôlé avec plein de boutons, quoi. Un bouton pour chaque paramètre principaux. Alors il y a eu les Reface des X qui ont existé, mais c'était presque encore pire, puisqu'il fallait quand même naviguer dans des menus. Il y avait des boutons, mais c'était des boutons tactiles, des boutons où on ne pouvait pas vraiment appuyer, c'était juste une surface tactile où on appuyait comme ça, que je trouve assez désagréable. Et là, enfin, quelqu'un a fait ça. Quelqu'un a fait
c'est assez simple, quoi. Juste une interface avec des vrais boutons qu'on peut tourner, qu'on peut bouger, on peut appuyer dessus. Et donc je me suis dit, bon, ok, j'ai déjà plein de synthés qui font ça, mais je vais l'acheter. Ça fait tellement d'années que je dis, mais pourquoi personne ne fait ça ? Bah maintenant que quelqu'un le fait, je me suis un peu senti obligé d'acheter le truc, quoi. Ça aurait pas été très cohérent de ma part. Sauf que maintenant que ça vient de sortir, évidemment, il y a plein de gens qui font la même chose en mieux, et je l'ai déjà acheté, mais ça c'est une autre histoire. Là, j'ai vu que cette société qui s'appelle Twisted Electrons. Ah ouais, bah en tout cas, le Mega FM, le truc enfin, on en a parlé de toute façon déjà mille fois ensemble. Ce que j'ai adoré, c'est le format. Et c'est tellement génial. Il est vraiment léger. Je peux faire ça avec, je vais pas trop le faire. Ça donne envie, et surtout, c'est le premier synth FM que je connaisse, enfin, il y en a pas beaucoup, mais où chaque paramètre a une assignation physique, quoi, un potard, et ça, c'est quand même hallucinant. Bon, le prix, il est un petit peu moins abordable que certains synthés dans le genre. Pour un truc FM, c'est un peu cher. Mais en fait, la construction est cool. Le design est tellement génial aussi, ça donne trop envie de s'en servir. Mais du coup, après l'avoir testé, moi, je m'attendais vraiment à un truc de fou. Et quand je l'ai reçu, il y avait un petit truc à l'intérieur, et visiblement je suis pas le seul. Il y avait quelque chose qui se baladait, un grain. J'ai dû le secouer en faisant ça, et puis il a fini par partir par l'une des fentes. Par contre, ces boutons-là, ici, ils font un petit peu mal aux doigts quand on les utilise. Ils sont très rapprochés les uns des autres, et surtout quand on met le doigt dessus, parfois l'ongle gratte un petit peu contre le bord de la fente qui est assez acéré, et j'ai des petites fentes dans les ongles qui commencent à se tracer à cause de ça, mais ça reste quand même assez agréable à utiliser. Enfin, ça paraît peut-être évident, mais je le dis, c'est uniquement un synthé. Il reçoit du MIDI et il sort du son, mais il peut pas produire lui-même son propre MIDI. Il y a même pas un bouton trigger juste pour faire une démo d'un son. Il faut le contrôler avec quelque chose. Si jamais vous achetez uniquement ceci, et que vous n'avez pas un contrôleur, un clavier, ou que vous pouvez pas le brancher à un séquenceur, ça sert à rien. Là, je vais mettre un clavier. Déjà, je vais me servir un café. Ça, c'est le Korg Monologue, mais je vais m'en servir pas comme d'un synthé, mais comme d'un contrôleur pour contrôler ce synthé-là. Je mets un câble MIDI entre les deux. Ça sonne comme ça. Je vais passer quelques presets en vue, juste pour... Enfin, quelques presets. Ouais, je vais passer les presets, c'est les miens, mais peu importe.
Il y a une seule forme d'onde, et je vais essayer de montrer un petit peu à l'oscilloscope à quoi elle ressemble. C'est censé être un sinus. Mais il y a pas mal de raisons pour lesquelles, à mon avis, des fois, c'est pas un sinus. Si je la pousse à bout... Là, je pousse le volume à fond. À mon avis, ça ressemble pas tout à fait à un sinus. De la même manière, si je me mets en mode unisson et que toutes les puces font tout un sinus en même temps, théoriquement, c'est censé être un sinus. Plein de sinus qui sont à la même fréquence. Mais à mon avis... Même quand je mets le glide à 0, je vais baisser un petit peu le volume. Il suffit de monter un peu trop le volume pour que ça fasse n'importe quoi. Enfin, que ça change la texture, on va dire. Et je me remets en mode poly. Ouais, que ça donne quoi? Ouais. Je me remets en mode poly. Et si je rajoute un opérateur, ça donne... Il y a des trucs intéressants, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est souvent assez agressif. C'est souvent assez agressif. Il y a souvent, même dans les sons les plus doux, il y a souvent une sorte d'attaque assez agressive. Malheureusement, j'aimerais trop leur dire... Je sais pas. Et c'est trop lo-fi aussi. Ça, c'est l'autre problème. C'est que du coup, c'est cool. Il y a un grain et tout. Ça sonne vraiment... Il y a des aspérités, ça sonne pas propre du tout, et c'est ça qui est bien. Mais d'un autre côté, c'est vraiment crade, quoi. C'est vraiment un peu trop crade. Il y a du souffle, c'est facile que ça rentre du souffle, je sais pas. Il y a un souffle de processeur qui est que au moment où tu appuies sur la touche, quoi. Que au moment où le son est actif. Et ça fait vraiment beat crochet, quoi. Mais c'est pas le juste milieu, quoi. C'est vrai que pour moi, le DX7 et les nouveaux synthés FM, ils sonnent beaucoup trop propres et stériles et tout. Et là, à l'inverse, ça n'a rien à voir avec un TX80Z. TX80Z, c'est ultra propre par rapport à ça, quoi. Et surtout, ce qui est compliqué à gérer, c'est que le côté agressif, il vient très vite. C'est-à-dire, si je prends un son... par exemple, là, on n'entend presque pas le deuxième opérateur. Genre, entre cette valeur-là
Et cette valeur-là, ça fait presque la même chose. Mais si je le pousse ne serait-ce qu'un tout petit peu plus loin, ça devient d'un seul coup très présent. Et il y a souvent ce problème avec un peu tout qui est que la marge de manœuvre est très subtile. Genre, même si je mets un LFO par exemple sur cette chose-là, c'est assez difficile. C'est assez difficile à régler pour que ce soit audible, mais pas agressif. Souvent, on va se retrouver soit dans des presets dans lesquels on va presque pas entendre la différence, ou alors on va l'entendre de façon aberrante. T'as des variations... Enfin, en fait, ils auraient dû faire des potards, je sais pas, logarithmiques ou inversés, où en gros, t'as pas juste le haut du potard qui sert à quelque chose, tu vois, et que ce soit vraiment toute la course. Parce qu'en général, quand tu le mets à moitié, sur certains opérateurs, t'entends rien. Faut vraiment le pousser à un max, et genre t'as 2-3 écarts pour que ça module ou vraiment. Et je trouve que c'est un peu relou, quoi. Et ensuite, ouais, il y a des différences de volume entre chaque... Enfin, les différences de volume sont trop hardcore, quoi. C'est un peu chiant pour le live, en fait. En studio, il n'y a pas de problème, tu fais le mixage après, mais en live, je vois pas trop comment c'est exploitable, quoi. Et ça m'a vachement déçu. Du coup, je suis pas allé vers ça, et je suis allé vers un TX80Z avec un contrôleur... un contrôleur Novation ultra remote qui est hyper paramétrable. Alors là, pour le coup, tu peux vraiment paramétrer chaque potard et son taux d'action, on va dire, son range. Tu peux les mettre logarithmiques ? Non, c'est pas comme ça, mais par contre, tu peux dire entre quelle et quelle valeur ça module de la position minimale à la maximale. Donc en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que tant que le potard agissait pas trop, j'ai monté la valeur, du coup c'est plus facile de contrôler. Et puis tu peux mettre vraiment n'importe quel potard à n'importe quel endroit, selon les morceaux, tu vas avoir des trucs qui sont beaucoup plus logiques en termes de mouvement, des trucs qui sont plus accessibles, tu vois, en live, quoi. Ce qui est intéressant et ce qui est assez spécifique à ce synthé-là, c'est qu'il a 2 puces. Il a 2 fois la puce de la Mega Drive. Chacune de ces puces a une polyphonie de 6 voix. Donc en tout, il y a 12 voix. Enfin, il y a 12 notes possibles. Mais il y a plusieurs modes différents. Il y a un mode dans lequel les notes sont envoyées alternativement sur une puce et sur l'autre. Ce qui veut dire que ça fait en tout, on peut faire 12 notes différentes en même temps. Et ça correspond aussi à la stéréo. Enfin, c'est-à-dire, il y a une puce qui est redirigée vers la droite et l'autre vers la gauche. Et donc, on a les notes qui sortent en stéréo. Là à droite, là à gauche. Bon, le mode wide, j'avais enregistré un peu de vidéo dessus, mais visiblement, soit j'ai mal compris quelque chose, soit c'est buggé, je sais pas, mais il y a un truc que je trouve étrange. Ce que je comprends, c'est que le mode wide, il va envoyer les notes MIDI, c'est donc le deuxième mode, il va envoyer chaque note MIDI parallèlement aux 2 puces. Ensuite, ça me paraît logique que chaque puce aille respectivement sur l'une des deux sorties, enfin comme si c'était droite et gauche, des 2 sorties là. Et on peut les détuner, et ce qui m'aurait paru logique, vu que ça s'appelle wide, c'est qu'il y en a une qui se détune vers le haut et l'autre vers le bas. Or, là je vais faire une note, elle est lue par les 2 puces, et si je détune, elle est détunée uniquement d'un demi-ton vers le haut. Si je le refais, elle est détunée uniquement vers le bas. Donc c'est pas vraiment un chorus comme je le croyais, pas comme le mode unisson, c'est certaines notes sont détunées vers le haut et d'autres vers le bas, et on sait pas forcément lesquelles. Donc ça fait des trucs intéressants. Si je fais un accord, mais si ça se trouve, je refais le même accord, on peut transformer les accords en d'autres accords avec des demi-tons d'écart, mais qui suivent des règles un peu aléatoires et dures à comprendre. Enfin, dur à comprendre, non, c'est pas si dur à comprendre que ça, mais disons que c'est difficilement prévisible puisque ça dépend, on dirait, de l'ordre dans lequel les notes sont appuyées.
Donc si on met le bouton à fond, c'est un peu comme si on avait un effet qui détune aléatoirement chacune des notes qu'on joue d'un demi-ton vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est assez curieux. Et si je veux avoir un demi-ton d'écart entre... Je vais le mettre pile au milieu, entre les différentes notes que je joue. Là, j'ai une petite séquence avec le digitact. Et j'ai 2 pistes MIDI. Il y a une piste MIDI, je vais lui demander d'aller sur le canal 2 qui va là-dessus. Et lui, je l'ai configuré en appuyant sur... en appuyant là-dessus, enfin en appuyant sur Voicing, et on entre dans un mode un peu setup où on envoie une note avec un certain canal, et ça lui dit, maintenant c'est le canal 2 que tu reçois. Donc il est censé le savoir, et normalement... ça marche. Je fais pareil avec le monologue, avec un autre canal MIDI, je le mets sur le canal 1, lui aussi il est configuré sur le canal 1. Et ça marche. Ils reçoivent chacun leurs infos MIDI, ça se passe bien. Ça n'a rien à voir, mais j'en profite pour dire un truc. Là, je suis en train d'enregistrer 3 instruments qui sont en stéréo. Enfin, celui-là est en mono, les 2 autres sont en stéréo. J'ai besoin de régler les niveaux et de les enregistrer avec une carte son et de les entendre également. J'ai besoin aussi d'enregistrer ma voix en même temps potentiellement que je joue. Bon, je garantis pas que le niveau soit très bien réglé de la voix, je fais ça un peu comme je peux, mais en tout cas, j'ai besoin de régler les niveaux de ces différentes choses indépendamment, que toutes aillent vers l'enregistrement, mais que uniquement les instruments aillent vers les enceintes, parce que si la voix va vers les enceintes, va y avoir du Larsen. De la même manière, si les enceintes sont un peu trop fortes, on va plus entendre de repiquage des instruments que du direct des instruments qui va être repris par la carte son. Donc tout ça, ça demande de faire des réglages, et je passe par une table de mixage pour faire ces réglages. Ça a beau être une table de mixage assez reconnue, c'est la Mackie, la petite Mackie, là, avec une sortie alternative. C'est tout le temps l'enfer de faire ça. Il y a jamais, on a l'impression qu'ils ont conçu le truc vraiment... On a l'impression qu'ils ont conçu la table vraiment avec avec une façon, avec une conception qui fait que tu peux pas arriver au truc que tu veux faire, quoi. À chaque fois, je suis obligé de débrancher, de rebrancher les trucs dans tous les sens, et même là... Je suis certain qu'il y a vraiment moyen de construire un bout d'une piece of hardware qui fait ce boulot de routing. Ce serait pas une table de mixage, ce serait une table de routing, ou je sais pas comment on appellerait ça, mais il faut absolument que ça existe. Si ça existe, dites-le moi, je suis peut-être pas au courant, mais je me suis quand même bien renseigné sur le sujet. Et si ça n'existe pas, en tout cas à un prix raisonnable, il faut le construire, faites-le. Un jour, je pense qu'il faudra bien que je fasse une vidéo où je râlerai sur tout ce que j'aime pas dans les tables de mixage. Ça risque de durer très longtemps et ça m'énerve. Je sais pas exactement pourquoi, des fois, les nouvelles notes ne volent pas les anciennes. J'ai vu que beaucoup de gens avaient ce problème...
J'ai vu des gens sur internet qui ont à peu près ce même problème, j'ai pas compris exactement dans quel cas, des gens qui veulent faire des nappes et rajouter des notes sur les nappes en laissant la release, mais ils ont le problème que des fois le note stealing, enfin les anciennes notes qui s'arrêtent pour laisser leur place à la nouvelle le font pas forcément d'une façon très cohérente, c'est pas forcément les notes les plus anciennes qui s'arrêtent, enfin il y a des choses comme ça. Et il y a des moyens de régler ça. J'ai pas eu énormément de problèmes jusque-là avec ce genre de considération, mais c'est vrai qu'il y a des comportements bizarres. Là, si je fais, par exemple, cette note-là, là, je vais rajouter 6 autres notes, puis 7, puis 8, pour voir si elle s'arrête en premier. Là, quand j'ai fait le Do grave, au lieu d'arrêter les notes les plus anciennes, c'est le Do qui a refusé de se jouer. Sauf quand je l'ai relancé plusieurs fois où il a fini par se jouer. Alors dans quel cas il faut ça, je sais pas exactement comment ça marche. Je vais essayer avec un grand temps de release pour voir si jamais j'ai vraiment... Là par exemple. Il semblerait que quand ce soit la release qui est en jeu, c'est-à-dire je garde pas mes doigts appuyés, je les relâche mais il y a un long temps de release, là les notes se volent la vedette dans le bon ordre. Là par exemple, truc un peu bizarre, il y a un preset qui est là. Le premier opérateur qui est celui qui fait ce bruit un peu agressif, déjà une fois sur 10 ou je sais pas quoi, il fait pas la bonne note. Et surtout, il s'arrête avant les autres, alors que j'ai vraiment mis le sustain release à fond, que j'ai mis le sustain entre les deux. Et... hop, là il s'arrête. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Je viens de passer tout en revue, il y a rien. Alors peut-être que c'est lié à un LFO. Mais alors pour savoir si c'est lié à un LFO, il faut passer tous les paramètres en revue et les bouger un petit peu pour voir si le LFO, s'il y a une LED du LFO qui s'allume. Ça c'est un peu le problème avec ce genre de système dans lequel un LFO peut contrôler plein de trucs. C'est cool, mais c'est un peu pénible des fois à monitorer. Je comprends pas d'où ça vient. Le troisième mode, j'en parlerai après. Et le quatrième mode, c'est le mode unisson. C'est un mode mono, en gros. C'est-à-dire tous les 12 canaux font la même note. Et on peut les détuner. Ça, c'est sympa. Mais c'est vrai que quand ils sont tous tunés, ça fait un effet désagréable au niveau de l'attaque. Quand ils sont détunés, ça devient assez beau. La texture du son en elle-même, je la trouve belle. Il y a un côté un peu super saut, comme on appelle ça parfois. Mais par contre, le fait qu'il y ait les 12 canaux en même temps, ça fait qu'il y a un effet au niveau de l'attaque que je trouve désagréable. Le début de la note, tout quand ils sont tous bien synchro comme ça, mais même quand ils sont détunés, il y a ce au début des notes. Et là, j'utilise qu'un seul opérateur, un souci de simplicité, mais même si je mets de l'attaque sur la note, mais il y a quand même cette espèce de clic un peu désagréable. Donc c'est dommage parce que la texture est bien, mais je sais pas, je vais sûrement les sampler à un moment ces sons-là pour les retravailler autrement. Bon, par contre, ce qui est cool, c'est qu'il y a un mode unison qui est super. Du coup, ça épaissit le son, ça fait une fonction en plus. T'as un glide, je crois qu'il est pas mal, tu m'avais dit le glide aussi. Ouais, mais moi le mode unisson, je lui reprochais que à chaque fois quand on appuie sur une touche, ça fait une grosse attaque très forte. Même si tu les détunes, ils commencent tous synchro, je pense. Ah ouais, et du coup, t'as le début du sinus qui... Enfin, un truc du genre, je pense. C'est que c'est la même phase sur chaque note, quoi. Enfin, à la base, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Donc du coup, au début, ça... Voilà, c'est ça. Ouais, c'est chiant. Et d'ailleurs, je cherche la même chose sur le TX80Z. Je suis sûr que ça existe, hein, mais pas sûr. À 100%.
qu'on puisse justement faire que l'oscillateur, l'opérateur soit en free run et pas Ouais. et que sa phase soit pas reset à chaque note. Je suis pas sûr qu'on puisse ça. Et ça, du coup, ça Tu me crois demande un peu, même sur le TX80Z. Il y a plein de producteurs qui disent non, mais c'est trop bien quand les oscillateurs sont synchro à chaque début de note parce que du coup, t'as moins de problèmes de phase dans les basses. Ah bon? Mais ouais, mais en Moi j'ai gros, plus d'accord, entendu mais l'inverse. Je veux bien, mais en tout cas, ça change total. C'est pas du tout le même couleur de son. C'est un peu, ça sonne plastoc et autant faire un sample à ce moment-là, quoi. Ouais. Je voudrais dire qu'il y a une chose qui me déplaît aussi beaucoup avec ce mode mono, c'est que souvent j'ai envie de l'utiliser. Si par exemple il y a quelque chose qui tourne derrière, il y a un rythme qui tourne, et moi je veux juste faire une sorte de solo, une solo à une seule note, comme si le clavier était une forme de, comme une trompette ou je sais pas. Mais c'est pas terrible parce que il n'y a pas de legato. C'est-à-dire, je fais une note, même si je la laisse appuyer, la note d'après, elle a son attaque qui reprend à 0. Je vais le rendre un petit peu plus évident. Là, j'ai mis une attaque bien audible. Même si je laisse mes doigts appuyés, chaque note a l'attaque qui est répétée à chaque fois. Le seul cas dans lequel l'attaque n'est pas répétée, c'est quand je fais une note. J'en fais une deuxième en gardant la première appuyée. L'attaque est retriguée, j'ai pas trouvé de moyen d'empêcher ça. Par contre, si là, une fois que j'ai les deux notes appuyées, je retire la deuxième, il va revenir à la première, cette fois sans attaque, en legato, quoi. Mais moi, je le voudrais tout le temps, ce legato. C'est pas très agréable. Moi, je voudrais... Et puis là, la mélodie se continue. Enfin, c'est ça qui me paraîtrait plus logique. Il y a une chose aussi pas terrible, c'est le pitch bend. Moi, j'aime bien faire des mélodies avec du pitch bend. Vous comprenez le problème. Il y a des pas hyper audibles, et puis c'est même pas très réactif tout de suite. Là, je vais faire un vibrato. Il y a une espèce d'aliasing horrible. Il y a le même phénomène, et c'est assez rigolo. Je comprends la raison technique pour laquelle ils ont fait ça, mais c'est quand même assez drôle. C'est ce bouton de volume. C'est un bouton de volume. Je vais mettre à... Je change le bouton. Et c'est seulement une fraction de seconde après que le changement... a lieu, c'est pour éviter une espèce de clic qui aurait lieu. Et surtout, le changement de volume, il a une influence non pas sur le volume, enfin pas seulement sur le volume, mais aussi sur la texture des notes. Là, je l'entends bien. Donc, je montre des choses un peu bizarres par rapport au bouton de volume. Il y a déjà les petits clics, même quand on fait pas de notes. Il y a des petits clics, et il y a une espèce de délai compréhensible entre le moment où on bouge et le moment où ça prend vraiment action. Et surtout, ça change un peu la texture du son, c'est pas juste un bouton de volume. Genre, je sais pas si ça change un peu le niveau des opérateurs, mais regardez, je vais me taire et je vais juste passer du plus bas au plus haut en faisant un son. Là pour le coup, j'ai pas mis de limiteur et j'ai vraiment mis le niveau... J'ai mis le niveau au plus bas pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. C'est vraiment... Il n'y a rien qui sature dans la pipeline du son, c'est vraiment le son du synthé qui change comme ça. Quand on augmente le volume, ça augmente pas juste le volume, ça augmente... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints aussi du fait qu'il y a des incohérences de volume très grandes entre les différents presets. Ça, pour moi, c'est un petit peu moins un problème puisque on peut enregistrer le volume typique dans le preset. Et ça, je crois que c'est tellement peu courant que je pense que beaucoup de gens n'ont pas remarqué qu'on pouvait faire ça. Je vais parler du pitch. Chaque opérateur a un pitch. Là, il n'y a qu'un seul opérateur qui joue. On peut définir ce pitch sur un multiple de la fréquence de base. Là, il est sur 1, donc c'est une fréquence de base. Je peux le mettre sur 0,5, donc la moitié. Ou le double, ça c'est le double. Ou le triple, etc.
Et malheureusement, on peut pas aller jusqu'à 16, qui serait la même note. Ça s'arrête à 15. Ça, c'est un peu dommage. Il y a quelque chose qui me dérange un petit peu. Je sais pas comment je vais réussir à le résumer, mais il y a plusieurs conventions pour dire qu'est-ce que c'est que cette note en MIDI. Par exemple, lui, là, il prétend faire un Do 3, qui serait la note numéro 36. Là, je demande à un piano numérique à peu près standard de le jouer, je demande à lui de le jouer, je demande à lui de le jouer. Ils font pas tous la même chose. Ils font pas tous le même. Enfin, ils font tous un Do, mais ils font pas tous un Do à la même octave. Et visiblement, il y a plusieurs standards qui se marchent dessus et c'est pas très clair. Ce problème de convention au niveau des octaves, on pourrait se dire, et c'est un petit peu un piège, on pourrait se dire que dans le cas de ce synthé, on peut s'en sortir avec le principe de multiples. C'est-à-dire, là, je fais une note plutôt grave. Si je peux la faire à l'octave du dessus, ou d'encore au-dessus, ou d'encore au-dessus, mais c'est là. Voilà. Selon si je règle le multiple sur 1, 2, 4, 8 ou 0,5, je vais avoir une octave différente. Mais ça pose problème, parce que si je règle le multiple sur 1, j'ai cette note-là. Si je module maintenant l'opérateur par l'opérateur d'à côté, la texture change, et si je change le multiple de l'opérateur d'à côté, le 3, la texture change, mais la note reste toujours plus ou moins un Do. Do. De la même manière, si je mets... Admettons maintenant que je veuille régler des problèmes de convention d'octave, que cette note-là soit trop grave, ce qui arrive souvent, et que je décide de faire passer le multiple de l'oscillateur plus aigu. Voilà, là j'ai une note quelques octaves au-dessus, et peut-être que ça m'arrange. Sauf que c'est pas tout à fait pareil, parce que quand je vais décider de moduler cet oscillateur par un autre opérateur, il y a intérêt à ce que cet opérateur soit sur une fréquence multiple de la fréquence principale pour que la note ne change pas. En l'occurrence, là j'ai pas le choix, le seul multiple de 8 qui existe, c'est 8, puisque ça s'arrête à 15. Si jamais je peux décider de mettre par exemple 4, ce qui va faire descendre la note à l'octave du dessous, normalement. Ou 2. Mais si je décide de mettre un autre multiple arbitraire, par exemple 7, là, ça change vraiment beaucoup la note. Ça change pas juste la texture de la note, ça fait ressortir une harmonique beaucoup plus grave. Enfin, il y a une question de plus grand diviseur commun. Et donc, il faut faire attention. Des fois, dans certains cas, il y a une plus grande différence dans la perception du son entre 8 et 7 qu'entre 8 et 4. C'est un problème que j'ai assez souvent parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, la base du problème, ça reste quand même un problème de convention MIDI sur c'est quoi les octaves de C3, c'est quoi. Là, je suis censé jouer un C5. Si vraiment je mets le multiple à 1, je pense pas que ça fasse réellement un C5. Ça me paraît beaucoup trop grave pour être un C5. Je sais pas qui est le fautif dans l'histoire, mais il y a souvent des problèmes de cet ordre-là. J'ai souvent eu des problèmes de cet ordre-là. Enfin, la note perçue, elle change vraiment pour le coup. Le seul cas dans lequel j'aurais une note là, si j'ai réglé le 4 sur 8, le seul cas dans lequel j'aurais vraiment la même note, c'est si je règle celui-là également sur 8. 76 vaches. Et j'en profite pour montrer un truc aussi assez pénible. Là, c'est quelque chose qui vient de se produire, par exemple. Je bouge le multiple de l'opérateur 4. Je le vois bouger sur l'écran à LED, là. Je bouge le multiple de l'opérateur 3. Je vois rien. Et je sais pas pourquoi. Ça m'arrive très souvent. Il y a des opérateurs comme ça. Et, enfin, je sais pas, j'ai dû faire une manip qui fait que je vois plus les valeurs. Je sais pas si c'est normal ou si c'est un bug ou quoi. C'est très pénible. Ça arrive. Bah, encore si c'est sur le volume ou des choses comme ça, bon, bah, le slider explique de lui, enfin c'est linéaire. Mais là, entre un opérateur dont le multiple serait réglé sur 8 ou sur 7, il y a une énorme différence. Bah, il y a moins de différence entre 8 et 4 qu'entre 8 et 7 par exemple. Et donc là, c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de voir la valeur et je peux pas la voir. Bref. Et donc tant que j'en suis à parler de pitch,
J'ai montré ce slider là de multiplier. Il y a un autre slider à côté qui est detune. Qu'il est un peu difficile d'entendre. Dans certains cas, ça change. Des fois, quand on le baisse tout en bas, ça rajoute une note un petit peu aiguë. Enfin, c'est assez imprévisible, ce truc-là, il est bizarre. Par contre, quand on est dans le troisième mode, qui est un mode qui exploite un peu une particularité technique de cette puce-là, le troisième mode, il va utiliser uniquement les canaux 3 de chacune des puces, et il va les configurer dans un mode particulier qui donne une fonction particulière à ce slider de detune. Je me sers de l'opérateur 3, je fais une note. Je peux changer le multiple de la note. Mais je peux aussi utiliser le slider de detune pour lui donner une fréquence presque arbitraire, quoi. Ça, moi, j'aime bien. Alors, je sais qu'il y a d'autres synthés FM sur lesquels je me sers souvent de ça pour mettre une fréquence assez aiguë, assez fixe et moduler une note qui, elle, suivra le pitch de ce que je joue. Et ça peut donner des sons de xylophone un peu... mais je sais pas si j'arriverai à le refaire là-dessus. Je vais essayer. Admettons, je les mets tous en série. Je vais utiliser l'opérateur 4. Voilà, il joue. Je vais essayer de faire un son vaguement de xylophone, mais très vite fait. Hein. Bon, je vais laisser comme ça. Et je vais rajouter une note que je vais essayer de rendre très aiguë. Et j'aimerais bien, dans l'idéal, qu'elle ne suive pas du tout le pitch. Je sais pas si c'est possible. Et celle-là, je mets un decay très très court. Ouais, voilà. Ça, j'aime bien. Là, voilà, par exemple, l'opérateur 2 ne marche pas, alors que je suis dans un mode dans lequel il est censé être modulé uniquement par le 1. Le 1 n'est pas activé. On se retrouve quand même souvent dans ce genre de cas où ça marche pas et on sait pas trop pourquoi. Là, je comprends pas. Après, c'est cool pour les trucs XP où tu t'en as rien à foutre et en mode modulaire, tu déconnes avec, quoi. Mais bon. Ouais. Même des fois, j'ai l'impression que des fois, tu peux te retrouver en mode ah, il y a plus de son, comment ça se fait? Ah ouais, souvent. Ouais. Tu passes un quart d'heure. Déjà qu'avec le PSS 680, ça m'est arrivé des fois. Alors là, je te dis pas. Là, c'est assez bizarre. J'ai choisi le mode numéro 3. Donc je sais que les fréquences sont définies un peu arbitrairement, plus que d'être des multiples d'une même fréquence, mais quand même, il se passe un truc un peu bizarre. Peut-être j'ai pas tout compris, mais l'algorithme, c'est l'algorithme dans lequel les opérateurs 1 et 3 modulent respectivement les opérateurs 2 et 4, et le tout est ajouté pour faire le son final. J'ai réglé les deux exactement pareil, a priori. J'ai réglé les deux algos parallèles pareil. Lorsque je mets le 4 en route, ça fait ça. Lorsque je mets le 2 en route, ça fait ça. Ça fait pas du tout la même chose, et je suis pas sûr de pourquoi.
C'est sympa, hein, ça fait des trucs sympas, mais je comprends pas toujours tous les détails. Bah ça, par exemple, je m'en servirais bien pour si je me mets... non, plutôt comme ça. Je vais parler de l'enveloppe qui peut être un petit peu déroutante. Là, par exemple, il y a un opérateur qui joue. Il joue pas, je le mets en route, il joue. L'attaque se comporte à peu près comme on s'y attend. C'est-à-dire, là, il y a une attaque faible, petite, courte. Je l'augmente. Je l'augmente encore. Vous voyez que c'est long, mais que le début du son, il est quand même très... Ça met du temps à se démarrer, genre il se passe bien une petite seconde entre le moment où j'appuie et le moment où on entend le son. Par contre, quand on l'entend direct, c'est pas du tout lisse. Et entre les deux, bah... Le decay, par contre, pour des gens qui n'ont jamais utilisé ce genre de puce, il peut être un peu déroutant. C'est-à-dire, habituellement, le decay il est exprimé on va dire en millisecondes. C'est-à-dire, c'est le temps entre le moment où le son est à son plus fort et le temps où il est à son... cette valeur-là, la valeur de sustain. Mais là, c'est un peu différent. Là, c'est exprimé par le graphique comme l'angle auquel le son décroît. C'est-à-dire que le temps final du decay, il dépend aussi du sustain. C'est-à-dire, si je mets le sustain au minimum et que je mets le decay assez long, voilà, ça a mis, on va dire, 1 minute pour s'éteindre complètement. Par contre, si je fais la même chose mais que je mets le sustain plus haut, c'est simplement la vitesse à laquelle le son décroît qui va... Enfin, le decay, il définit uniquement la vitesse à laquelle le son décroît jusqu'à arriver au sustain. Donc, vu que j'ai mis le sustain plus haut, là, le temps final de decay va être plus court, normalement. Voilà, là il a atteint la valeur de sustain. Là, il décroît à la même vitesse, mais il s'arrête ailleurs. Il s'arrête au niveau du sustain. Ensuite, il y a un autre temps de decay après le sustain. Ça, c'est un peu moins courant. Pourquoi pas, je sais pas à quoi il sert, vraiment. Enfin, je vais le mettre au minimum, par exemple. Je vais baisser un peu le decay. Voilà. Là, on a entendu le premier temps de decay assez long, et il y a eu un deuxième temps de decay à partir du sustain très rapide. Pourquoi pas, alors, quitte à avoir des valeurs en plus dans l'enveloppe, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait la fameuse valeur de remontée. C'est-à-dire quand on fait un son avec une trompette, par exemple, on fait un Fordendo. Moi j'aimerais bien qu'il y ait ça dans les enveloppes, j'en ai souvent besoin, je suis souvent obligé de mélanger 2 enveloppes différentes, une courte et une longue, pour que ça fasse ce fameux Fordendo. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas ça. Quitte à rajouter des valeurs en plus, moi je rajouterais ça, mais bref. Et puis, voilà, ouais. Et puis, la valeur de release, elle, par contre, c'est uniquement à partir de la note off. Donc, le decay va jusqu'au sustain. Le deuxième, enfin le sustain release, il va jusqu'à 0 a priori. Donc si on veut jamais que la note arrive à 0 avant qu'on ait enlevé son doigt de la note, il faut le mettre à fond. Et le release, c'est une fois qu'on fait une note off, ça va jusqu'à 0.
Quand je dis que les valeurs sont sensibles, quand même, là j'ai à peine bougé le slider de release et c'est passé de ça à ça. Alors que je l'ai bougé d'à peine 2 mm. Je veux dire, ça, enfin, pour faire des réglages et tout, c'est cool, mais pour l'utiliser en live, il faut être faut pas être trop spontané et vouloir toucher les boutons dans tous les sens parce que ça change du tout au tout. Et ça peut être déroutant. Il y a des LFO sur ce synthé, il y en a 3. On peut les plugger sur un peu ce qu'on veut, y compris sur plusieurs choses à la fois. Ils servent aussi, si on les règle d'une façon particulière, ils servent aussi à attribuer la vélocité à une valeur, à faire que la vélocité influence plus ou moins une valeur. On peut mettre ce qu'on veut, y compris, et c'est ça qui est assez rigolo, l'algorithme. L'algorithme, j'aime pas trop ce nom-là, enfin, je trouve que le mot est un peu bizarrement choisi, mais ça représente, dans ces synthés-là, la façon dont les opérateurs s'organisent entre eux pour faire le son final. Je peux peut-être essayer de montrer différents algorithmes. Là, je me suis mis dans le mode dans lequel les 4 opérateurs sont 4 oscillateurs qui jouent séparément. Donc on peut tous les écouter séparément. Celui-là. Je leur ai mis des réglages un peu différents. Celui-là. Je lui ai mis une release un peu plus longue, lui. Et le dernier. Lui, il est un petit peu noisy parce que c'est celui qui, là, est associé à... Enfin, c'est toujours dans tous les algorithmes, c'est celui qui est associé à cette molette de feedback qui fait grosso modo du noise quand on la pousse à fond. Voilà. Là, j'étais dans le mode dans lequel tous les opérateurs sont indépendants les uns des autres et ils jouent tous en parallèle. Je vais passer dans le mode presque opposé, on pourrait dire, c'est celui dans lequel chaque opérateur module le suivant. Le 1 module le 2, qui module le 3, qui module le 4. Je mets uniquement le 4. Je mets le 3 qui module le 4. Un peu moins fort. Oh si, non, je vais le laisser comme ça. Le 2 qui module le 3, qui module le 4. Et je rajoute le 1 maintenant. Je vais faire en sorte que le niveau des 3 premiers opérateurs dépende de la vélocité, par exemple. De la vélocité de ce que je joue. Donc je touche à un paramètre et je dis associe-toi à un LFO qui va être en fait la vélocité. C'est marqué VE ici. Et puis je le mets au milieu. Je sais pas exactement comment il faut régler ça. Je fais pareil avec lui. Je lui dis associe-toi à celui-là. Je fais pareil avec lui aussi. Viens là. Quand j'appuie très fort sur la touche, tous les opérateurs sont à fond. Ça fait un son un peu saturé. Si j'appuie doucement, ça fait un son plus doux. C'est très dur de trouver le point d'équilibre, le point auquel, de régler de telle sorte que ça fasse des variations intéressantes sans jamais que ça atteigne ce truc très noisy. Bon là, je l'ai un peu cherché aussi, mais... Je vais les passer tous en revue avec ce réglage-là.
Là, le 2 est séparé. Le 2 est un oscillateur qui est modulé par le 1, donc on entend la fameuse release que j'ai mis tout à l'heure, qu'on n'entendait pas dans les modes précédents. Là, il y a uniquement le 1 qui est un opérateur qui module les trois autres. Sinon, c'est trop bien pour les assignations de potards et tout. Tu peux assigner à peu près n'importe quel LFO à n'importe quoi, donc c'est bien. Et les enveloppes, bon, bah, c'est cool, t'as du contrôle sur tout, et bon, super. Mais ouais, vraiment, moi, je pense que si ce synthé, je peux pas le maîtriser en 1 heure, en live, ce sera toujours aussi immaîtrisable en 1 heure, quoi. Parce que c'est trop sensible. Les paramètres sont trop... Les changements sont trop drastiques Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi mettre un LFO sur l'algo. C'est-à-dire, par exemple, je peux demander que l'algo lui-même soit influencé par la vélocité. Ça arrive à changer l'algo à chaque note. Peut-être que je peux réussir à atteindre les algos du dessous dans lesquels on entendrait la release du deuxième opérateur. Voilà. Si j'appuie fort, il y a la release. Si j'appuie doucement... Je vais le mettre sur un truc séparé. Lui, pas là, mais là, avec un LFO qui va tourner en boucle, et avec cette forme-là. Voilà, on voit que ça change. Ça peut être une bonne manière, en fait, de visualiser, je dirais, le LFO. De visualiser ce qu'il fait, de passer par ça. Ça change même les notes déjà jouées. Il y a quand même régulièrement des sons hyper imprévisibles. C'est dommage parce que c'est assez joli, mais... Je vais l'enregistrer quand même, ce preset, je l'aime bien. Moi, ma technique pour enregistrer les presets sur ce genre de truc, c'est de dire... je sauvegarde sur le preset 99, qui me sert uniquement de tampon, donc je sais que je suis pas en train d'effacer un truc important. Ensuite, je regarde jusqu'où j'avais enregistré ça. La deuxième, c'est ma banque personnelle. Alors... Ah bah à partir du 15... À partir du 15, ils sont tous pareils. Donc je vais l'enregistrer sur le 16. Donc je reprends à partir du 99. Hop, sauvegarder. Et là, cette fois-ci, je te dis sur le 16. Hop.
Dans les presets de base, je sais qu'il y a certains presets qui utilisent cette fonction de LFO sur l'algo avec des LFO en mode one shot. C'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire une note, il va passer par tous les algos au début, puis s'arrêter sur un. Ouais, il est passé par tous les algos, il a fini par celui-là. Est-ce que je peux faire l'inverse? Est-ce que je peux lui demander de les parcourir dans l'autre sens? Je vais essayer. C'est-à-dire, je me mets sur cet algo-là, le dernier, et je lui demande de... Ah, je sais pas si je peux faire ça. Il faudrait que je puisse inverser la forme du LFO triangle. Il y a sûrement un moyen que je connais pas. Non, alors ça je sais pas. En attendant, je peux dire, par exemple, ouais, celui-là, voilà, c'est quand même pas facile à faire. Celui-là, c'est mon préféré, et je veux que tu partes du premier, mais du coup, ça décale le dernier aussi. Voilà. Au cas où ça paraîtra pas évident, il y a une implème MIDI qui est cool et qui n'est pas en 6x, et ça c'était le gros plus par rapport au TX-80Z, c'est-à-dire là j'ai un truc random, là ça c'est le monologue, je peux juste... Lui aussi il a une implème MIDI qui est pas la même, alors je sais pas qu'est-ce qui correspond à quoi, mais si je bouge ce qui correspond au cut-off sur le monologue, ça va bouger, je sais pas trop quoi, on va voir. Je vais bouger les boutons du monologue au hasard. Ça bouge, ça fait visiblement des choses. Ça c'est le multiple de l'un des opérateurs, je sais pas lequel. Ça m'amène à une chose importante, une discussion que j'ai eue avec un ami. Ça là, c'est vraiment ce que j'attendais de ce genre d'outil, pouvoir faire ça. Ah d'ailleurs, quand je change le programme de synthé, ça change aussi sur l'autre. Je pourrais ne plus avoir à le toucher du tout. J'aime bien pouvoir avoir des sliders ou des sliders ou des potards comme ça pour changer directement ce genre de valeur. Ce qui, même dans les versions Reface de Yamaha, était difficile à faire parce que c'était des écrans tactiles où il fallait faire plus, moins, on pouvait pas faire ring, ring, ring. Et en fait, j'ai un ami, c'est-à-dire Lucien Gérard Junio 106, qui m'a dit, mais moi j'aime bien que ce soit des boutons parce que j'aime bien pouvoir faire plus, faire des rythmes avec plus, moins, plus. Chose qu'on peut pas faire, c'est vrai, avec ça. C'est plus difficile d'être précis. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui était cool avec le Yamaha, avec le 480 qui est derrière moi, là. C'est qu'on pouvait faire ça. On pouvait faire plus, moins sur l'écran et que c'était sympa, pendant qu'une séquence tournait. Ça, c'est le PSS 480. Il fait son bruit normal, et on peut normalement dire mode level par exemple, et faire plus, on augmente et on réduit le mode level, et ça change la texture du son un petit peu en rythme avec l'appui des boutons, sauf que c'est des vieux boutons, c'est un vieux synthé, et ça fait plus rien quand j'appuie depuis quelques temps. J'ai beau appuyer aussi fort que je veux, ça ne fait plus rien, mais de toute façon tout finit toujours par casser, c'est comme ça, je sais pas.
C'est bizarre parce que tous les autres boutons marchent, mais pas ces 6 là. Tous les autres boutons, ils marchent. Comme il y a un système de presets qu'on peut charger, il n'est jamais réellement garanti que l'état de tous ces sliders corresponde à l'état des valeurs. C'est-à-dire, si là, ça se trouve, j'en change un et le fait de le bouger un tout petit peu, je le bouge un tout petit peu et ça change tout parce que ça se trouve, il était virtuellement tout en bas et je viens de le monter. On peut demander à l'appareil de charger l'état des valeurs telles quelles. Je crois qu'il faut appuyer 2 fois là-dessus. Là, il lit tous les sliders et tout, et il charge ça comme si c'était un preset. Et il y a une autre option qui est très rigolote, c'est qu'on peut randomiser tout. Ça randomise pas l'état physique des sliders, mais ça randomise les valeurs. Et voilà, et j'ai un nouveau preset qui va ressembler à rien peut-être. Je vais en montrer plusieurs des presets random. Finalement, le meilleur bruit, c'est peut-être celui qui fait quand on appuie sur reset au moment où on est encore en train de jouer des notes. C'est quand même souvent raté, mais c'est bien qu'il y ait cette fonction, je trouve ça rigolo. Je pense que c'est pas du random très subtil, ils auraient peut-être pu trouver une manière de randomiser avec des poids de telle sorte que ce soit pas trop n'importe quoi, je sais pas. Quand même, le volume est très incohérent aussi. De quoi j'ai pas parlé? Il y a un mode setup pour définir le pitch bend, tout ça. Enfin, il y a d'autres trucs dont j'ai pas parlé. Il y a du glide. Alors j'adore moi personnellement, un truc que j'adore, c'est le glide. J'adore le glide. Donc vous savez, c'est la spécificité qu'a un synthé quand on joue une note, et si l'on maintient cette note et que l'on appuie sur une autre note, eh bien, on va pas entendre la deuxième note, mais la deuxième note, elle va pas se superposer, mais on va avoir un glissement de la première à la deuxième note. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Elle a l'air assez petit, donc assez pratique à transporter. On peut voir qu'il y a déjà plusieurs options intéressantes, comme par exemple le fait qu'on puisse brancher des prises MIDI, ici. Ça, c'est toujours utile. On peut brancher un casque. Alors ici c'est pour les sorties mono.
Donc ça c'est plutôt bien, je dirais. Le design est plutôt sobre et élégant. Je vais vous parler de ce synthé, donc c'est la seule chose que je connais de ce synthé, cette image. Hein, donc c'est un JPEG d'assez bonne qualité. Hein, on peut quand même voir que je peux voir pas mal de taille. Ben voilà, là je commence à voir les pixels. Hein. Mais on est quand même sur du 2000 pixels sur 1238, donc c'est très correct. Hein. C'est quand même déjà pas si mal, puisque finalement, si on veut l'imprimer en 300 dpi, eh bien, voilà. Donc je donne à ce synthé la note de... je vais dire 27 sur 40, ouais. Voilà, merci d'avoir écouté ma review. Il y a un arpégiateur, mais qui ne fonctionne que dans le mode le plus moche du monde, c'est-à-dire unisson, là. Comment on fait? Je crois qu'on peut enregistrer une séquence et qu'il la rejoue, un truc comme ça. Je suis plus trop sûr, je l'utilise pas. Voilà. Et là, si je joue... Ça change d'octave quand on utilise ce bouton-là. Le deuxième mode random, il fait des notes complètement au hasard. Sûrement plus ou moins écartées selon ce paramètre, j'imagine. Je suis même pas sûr. Okay. Ça, je dois dire que j'aime bien ce paramètre-là qui fait des notes plus ou moins espacées sur des octaves plus ou moins éloignées. Il y a aussi du vibrato. Il y a aussi une possibilité d'avoir des valeurs aléatoires à chaque... par exemple, si je veux un algo aléatoire à chaque note, je dis l'algo il est aléatoire à chaque note. Et ça marche pas. Ok, ça marche pas, je comprends pas trop pourquoi. Enfin, ça fait pas ce que je voudrais que ça fasse. C'est le moment d'updater le firmware. Je sais pas trop comment on fait. Apparemment, j'ai lu sur le manuel, il faut appuyer sur mode et allumer. Il y a une version avec une octave de différence et une version 1.9 normale. Bah, je vais essayer de l'envoyer avec MIDI OX, un truc comme ça. Je sélectionne les bons ports. Ça va comme ça, de là à là. Ouais. Et je fais action, send 6x file. Je choisis le bon 6x file, je l'envoie.
Fini. Et ben voilà, j'ai un outil tout neuf. Est-ce que ça fonctionne encore ? Ah oui, ça fait un bruit quand on l'allume et quand on l'éteint, ça fait aussi un gros... Il y a un problème qui a été réglé heureusement par l'update, c'est le fait que, regardez, j'associe l'algorithme pour qu'on le voit visuellement à un LFO. Je mets le LFO à cette vitesse. Ça c'est l'amplitude, ça c'est la fréquence du LFO. Là j'ai mis l'amplitude pas trop grande, donc ça se balade juste entre 3 valeurs. Si je mets l'amplitude plus grande, ça se balade entre plus de valeurs. Mais ce qui se passait avant l'update du firmware, c'était assez bizarre, c'était que quand je changeais le rate, si je mettais un rate très lent, il allait parcourir plus de valeurs que si je mettais un rate rapide. C'est-à-dire, si je mettais un rate très rapide, peut-être que là, il allait rester sur une même valeur. Comme si ce qui changeait au niveau du rate, c'était pas uniquement la fréquence, mais plus le pas entre chaque unité de temps. Enfin bon, ça c'est réglé, donc c'est cool. Par contre, un truc qui est pas réglé, et je comprends pas ça, c'est ce truc-là. Je lui demande de faire des valeurs aléatoires. Il change régulièrement. C'est cool. On peut lui demander de faire boucler sur une forme d'onde, enfin qui n'est pas vraiment une forme d'onde là, puisque c'est aléatoire, mais si je lui demande pas de faire boucler, il s'arrête sur la même valeur. Si je lui demande de faire boucler, il change tout le temps. Mais si je lui demande de faire boucler et de mettre du retrigger pour qu'à chaque note jouée la valeur change, bah ça marche pas. Je sais même pas si ça marche si je mets un rate très lent. Non, ce truc là est pas affecté par le retrigger, alors qu'on pourrait penser quand même que c'est une demande raisonnable de lui demander de changer d'algorithme à chaque note plutôt que à intervalles réguliers. Mais non, on peut le faire que à intervalles réguliers. Je trouve ça pas très malin. Bon, je peux le faire avec des formes d'ondes fixes, mais pas avec du random. Et puis vraiment aussi, il y a ce côté crade qui est un peu too much. Et ça rend pas beaucoup de basse, je trouve. C'est très médium comme son. C'est très... ouais, c'est très métallique, agressif, crade. Dans le bon sens, hein. Ça sonne pas stérile du tout, ça sonne pas ça sonne pas digital dans le mauvais sens. Et il y a du grain de fou, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de basse, quoi. C'est un peu comme le Buzz Generator Adapter, c'est un plugin qu'il y avait dans Fruity Loops. Un plugin de synthé FM à 3 opérateurs. Et en fait, quoi que tu fasses, même si tu modules pas trop les oscillateurs entre eux, si tu fais... Bah, quoi que tu fasses, il rendra jamais assez de basse, quoi. C'est peut-être du fait qu'il n'y ait que 3 opérateurs et que du coup, t'as pas cette capacité à laisser un sub derrière qui traîne. Ah ouais, je sais pas. Mais en tout cas, ça sonnait... après, c'était trop bien pour les sons médium FM, moi je m'en suis beaucoup servi. Le PSS 680 qui rend beaucoup qui rend des super basses, quoi. Quand tu mets le PSS sur une sono, une bonne sono, ça fait trembler les murs, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Des fois, ça m'arrivait de faire une note juste de sinusoïde un peu modulée avec une espèce de decay, tu vois, genre pas en rond, tu vois. Ouais. T'as tout qui vibre, c'est incroyable. Ouais, c'est sûr. Il y a une grosse patate dans ce clavier, quoi. Même si un 680, toute la série des 80, là, il y a un sifflement de processeur qui est relou. Ça fait un sifflement aigu et du souffle. C'est chiant, mais bon. J'ai chopé un Juno là en JU06A pour doubler les basses FM. Comme ça, j'ai pas à me faire chier que mes basses rendent des basses, quoi. Je peux faire des sons très médiums, très agressifs. Les baisser un peu et mettre un peu de sub du Juno 106 derrière, tu vois. Mais bon.
Je fais un petit test pour comparer le synthé avec une version hardware du synthé que je montre de cette façon parce que ça marche jamais la capture d'écran entière. Donc là c'est juste une image, mais c'est YM2612, c'est le nom du plugin. J'ai fait un réglage très basique. Et ensuite j'ai essayé de reproduire ce réglage-là sur le Mega FM, ce qui est extrêmement difficile parce que c'est pas les mêmes. Les valeurs sont pas indiquées pareil, la plupart des sliders sont inversés, c'est-à-dire que les valeurs minimum pour ce plugin, c'est les maximum pour celle-là et vice-versa. Il y a enfin bref. Mais je l'ai imité du mieux que je pouvais. Et ça donne ça. Voilà, il y a le fameux problème d'octave. J'ai vraiment imité au mieux, enfin en tout cas les multiples, je suis sûr que c'est les mêmes et ça fait pas du tout la même chose. Alors il faut monter de plusieurs octaves. Là ça ressemble. Je vais couper le micro et je vais mettre les deux côte à côte.
fois, je garantis pas que ce soit exactement les mêmes valeurs parce que je le fais un petit peu à la vue, je regarde le plugin, mais c'est à quelques unités près la même valeur et c'est pas du tout le même son. Le son du Mega FM, il est toujours hyper noisy et c'est pas la première fois que je fais des tests comme ça. Et là, c'est censé être l'émulation de la même puce, ce plugin-là. Donc, enfin voilà, bon, il y a plein de différences. Et puis ce plugin-là, il a aussi son lot d'intégrité. Il y a des trucs bizarres. Et quand j'ai vu le plugin français aussi, là, je sais plus comment ça s'appelle, RY612 ou un truc comme ça, de Infonic. Oui, celui qui porte le nom de la puce, là, c'est ça? Ouais. Ouais. Je sais pas si c'est la même puce, mais en tout cas, leur plugin à eux, il sonne 10 fois mieux que ça, quoi. Et il est pas si difficile que ça à manipuler, quoi. Enfin, même plus simple, je pense. T'arrives beaucoup plus rapidement à un bon résultat qu'avec ça, quoi, je trouve, en tout cas. De l'heure que j'en ai testé, en tout cas. Et sinon, il y a un autre gars qui a fait un plugin aussi de Mega Drive. C'est Ali James, un français. Je sais pas si tu l'as testé. Et c'est cool, mais ses interfaces, des fois, en fait, elles sont super belles, et des fois, il veut trop créer un monde avec ses interfaces. Et c'est un peu chiant parce qu'en gros, là, il essaie de simuler une Mega Drive et t'as vraiment toutes les options, t'as un design, c'est trop compliqué en fait. Enfin, visuellement, ça a plus trop de. Et il y a des trucs qui sont pas clairs que j'ai toujours pas compris. Et ça fait vraiment rétro en mode jouer. Mais après, il sonne trop bien, il y a des capacités d'oscillateur fixe qui sont intéressantes, où tu peux faire un peu des sons vocaux, tu vois. Je sais pas comment dire. En jouant avec les oscillateurs fixes, ça peut donner des impressions de sons un peu vocales. Je vais essayer de trouver des morceaux à moi qui existent pour lesquels il y avait une piste MIDI que je destinais probablement au TX et je vais essayer de les jouer avec ça et on va voir ce que ça donne. Ouais, celui-là ça va être pas mal. Je passe les presets un peu en revue juste pour voir, mais... Je suis dans le fameux cas où je peux pas voir le multiple de l'opérateur 3 et je sais pas pourquoi, c'est pénible.
Je vais rajouter une basse, on va voir ce que ça donne, peut-être, qui va aller là-dessus. Toi, tu contrôles lui. Par défaut, tu vas faire un La grave. Non, je vais peut-être carrément copier-coller tout. Je vais essayer de faire ça. On va voir ce que ça donne. C'est-à-dire ça, je prends tout, je dis... Ah oui, MIDI config, sync, clock sent. Et donc si là je fais ça, non, toujours pas. Transport sent. Parfait. Et donc là je vais pouvoir faire une séquence. D'ailleurs je vais prendre un instrument qui a déjà une séquence. C'est pas mal. Ça plus l'autre. Ce serait peut-être mieux avec de la reverb ou du délai ou un truc comme ça, mais j'ai rien sous la main pour le faire. Voilà. Bon, alors pour info, voilà ce que ça donne avec le TX80Z qui est là, sous les fils. Hop, ici. Faut que je réduise la taille des notes. Et avec d'autres presets. Là, j'aimerais bien passer au morceau entier, mais je peux pas. Il faut faire ça pour le redémarrer, sinon il reste bloqué sur la même chaîne. Je trouve que c'est quand même bien plus clean que... C'est quand même bien plus clean qu'avec le Mega FN. Mais par contre, si on veut vraiment faire du sound design, faire changer les sons, enfin faire des percussions, changer les paramètres des sons, un son par son, comme ça, les uns après les autres, on a beaucoup moins d'options parce que tout est système exclusif et puis on peut pas s'amuser à faire un kick, une snare, enfin... C'est encore différent parce que là-dessus, il y a plusieurs... Sur le TX80Z, il y a plusieurs...
Enfin, il y a du polytimbral, on va dire. On peut se mettre dans un mode un peu bizarre. D'ailleurs, je vais le faire. Bon, bah là il réagit plus, je sais pas, sûrement une histoire de canaux, de je sais pas quoi, je vais pas perdre mon temps là-dessus. Mais bon, si on veut faire du Dune, entre guillemets, c'est un petit peu plus difficile. Si on veut paramétrer un son et le jouer tel quel, c'est très cool, et on peut changer de preset. Mais encore faut-il avoir fait les presets, il faut pas espérer changer les paramètres du son en cours de route, c'est un peu plus difficile sans contrôleur ou sans... Enfin, on peut pas le faire façon tracker, quoi. Il y a un VST avec une partie des boutons, mais il fait pas de bruit, hein. C'est juste un VST pour envoyer des infos à l'outil. Par contre, les paramètres du VST, ils sont tous mappés sur 127, même les paramètres qui sont pas censés être mappés sur 127, genre le multiple. Là, c'est une image fixe, hein, parce que... Et je sais qu'avec la Mega Drive, t'avais une époque où, je sais pas si c'est la FM qui faisait ça, où ils faisaient des effets sonores, t'avais des voix dans les jeux, tu sais, des samples de voix, genre ouais. Très courts, tu vois, je vais te buter, tu vois, comme ça. Mais avec un truc un peu 8 bits. Et en fait, ils étaient générés par le synthé de la Mega Drive. Ouais, mais il y avait des samples additionnels. Il y avait une puce de sample en plus, je suis pas sûr. Non, il n'y avait pas une puce. Ouais. Mais c'est bizarre parce que du coup, ça a jamais été. J'ai jamais vu de jeu avec des samples dans la musique. Dans une Mega Drive. Il y avait toujours des samples comme ça de voix, enfin dans certains jeux, mais c'est rare. Et ouais, pas pour les rythmes. Non. Non, peut-être même. Ah ouais. Je sais pas, là, tu me fais écouter. Ouais. Comme le Fairlight, par exemple. Le Fairlight, tu lui mettais un sample et il pouvait le transformer en synthé, en wavetable en fait, je crois. Je sais pas comment ça fonctionnait, mais. Ouais.
tu mets un sample et ensuite tu fais convert to oscillator ou un truc comme ça. Et en gros, après, ça te fait un son de synthé, mais mélodique, enfin, harmonique, mais avec le sample, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, mais le Fairlight, c'était additif et il pouvait se permettre de faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est Là-dessus. Enfin, bon. Nous, j'avais fait une interface il y a quelques années. Il y a plus de 10 ans, en fait. Ouais. Tu uploads un sample et il y a un petit synthé FM. Et mon but, c'était genre... il génère un son FM, il compare avec le sample et il change aléatoirement les valeurs en boucle jusqu'à ce que ça ressemble. Il fallait que ça ressemble de plus en plus au sample pour trouver le réglage qui fait que ça fait ça. Ça marchait pas très bien, mais c'était rigolo. Des fois, si tu le laissais tourner longtemps, au bout d'un moment, ça faisait un truc qui ressemblait un peu, mais c'était genre, tu vois, juste le... Ouais, je vois. Mais ouais, non, vraiment, le plus chiant, c'est vraiment le... Pour moi, c'est vraiment le... je crois que c'est Total Level. S'ils pouvaient améliorer rien que ça, la course des... la manière dont ça modifie le son, ce serait déjà... En fait, l'idéal, ce serait genre le Mega FM, avec les capacités d'unisson, mais avec tout le même moteur sonore que le plugin YM. Ça, ce serait génial, quoi. S'il vous plaît, Twist Electrons, faites que ce soit possible que je l'achète, que j'ai envie de l'acheter de nouveau. Parce que vraiment, voilà, juste, je sais pas, optimiser ça pour que ce soit pas le bordel, en fait. C'est une bonne carte mère, une carte... Ah, micro SD. Est-ce que t'as une carte micro SD, toi, en RAV? Là, sur moi? Ouais. Peut-être. Parce que moi, j'en ai une, en gros, et j'ai l'impression qu'elle est pas assez performante pour qu'elle bug. Oh putain. Ça rame, parce que moi je sais que par exemple j'ai un zoom qui rame quand on lui met des cartes SD de trop grande capacité. Ah ouais. Ce qui est le cas là. Hein. Après non, parce que je sais que le black box, tu peux mettre des trucs, il y en a qui mettent des trucs de 256 Go, des cartes micro SD de 256, tu vois. Il y a le clip de Gérard qui est sorti ce matin. Le clip de Gérard. Ouais, Gérard Gineux. Ah ouais? Je t'avais dit que je faisais un clip? Non, je crois pas. Ah ouais. Que fait au portable. Ah ouais. Mais en capture d'écran vidéo. Ouais, avec du son. Je sais pas si on comprend bien. Je sais pas si c'est peut-être Les paroles? Ouais, les paroles, non, c'est pas grave. Mais ça, je s'en fous des paroles. En fait. Mais c'est juste le fait que ce soit vraiment une référence à Google Maps, enfin, qu'ils n'allaient pas en retourner avec le même avis que la photo sur Google Maps. Parce qu'au final, la photo Google Maps, on la voit pas beaucoup, on la voit pas longtemps. C'est pas hyper clair. T'as trouvé une photo sur Google Maps, c'est ça? Tu apparais sur Google Maps à un endroit? Ouais, c'est ça. Et du coup, tu refais la... Je réapparais en vrai. Tu réapparais en vrai, je comprends. Avec tout le monde déjà dit, sauf qu'il y a un autre Gérard Jugnot qui suit un autre Gérard Jugnot, c'est un ancien Gérard Jugnot. J'ai fini au portable, j'ai fini encore une fois jusqu'à 7 fois. 7 fois? 8 fois du coup. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est le... non, c'est un PSS ça? Ah oui, c'est le PSS 680. Voilà. Je pense que je vais en faire plein avec les captures d'écran, c'est vraiment trop bien. Ouais. En fait, maintenant, c'est vrai. du coup, je fais tous mes trucs, tous mes vidéos, même perso, maintenant je les fais en capture d'écran. Ah ouais? Ouais, je sais pas, je préfère du coup. Ouais. Ah, par contre, il y a toujours cet album que je t'avais proposé d'idées de musique là. De vocaux là? Ouais, d'idées, ouais. Truc, ouais. Sous quelle forme ça peut être existé, ça? Ouais, sur Bandcamp, je pensais comme ça. Mais c'est Ouais. vrai que la dernière fois, on avait pensé de filer les midis avec.
Et du coup, j'ai commencé à les exporter oui. tous, tu vois. Genre, Ah, on cool. met un zip avec tous les midis. Mais c'est un peu chiant parce que comme j'ai tout fait avec Ableton, exporter des midis avec Ableton, c'est chiant, tu sais. Il Ah ouais, c'est exporte bon. pas au début, il exporte pas le tempo, il y a des trucs qu'il fait Ah. pas, quoi. Du coup, il faut que je repasse par un autre programme par derrière, c'est long à chaque fois. Ouais. Mais bon, bah c'est tout, je le fais. Mais ouais, ça me dit grave. Hein. Dès que c'est fini, moi Ouais, j'ai ouais, toujours ouais. la vidéo. Une vidéo. Je peux m'en servir comme teaser. La vidéo que j'ai faite chez toi où tu me montres. Ah ouais? Ouais, je t'avais filmé. Ah bon? Ouais. C'est bien. On se tout est dit là. Ouais. C'est parce que je m'entraîne avec mon téléphone. Donc là, il y en a 120. Là, il y en a celles-là, elles sont finies, il y en a Je me 74. souvenais pas de ça. Et bah voilà. Et Voilà. Ah ouais, Et putain, je c'est vais essayer énorme. de faire un petit bouquin de partition, quoi. C'est genre des musiques que tu rêves. Ouais, quand Et j'entends. tu te réveilles, Alors, tu notes. avant, je les notais sur papier avec une notation machin, maintenant je les note sur téléphone. Ouais. Et puis après, je les refais en partition bien, quoi. Ah, trop bien. Putain, mais c'est ouf, t'en as fait plein. Ouais, 200. 200, c'est énorme. Mais est-ce que tu penses que c'est à force de les noter et de s'en. Ouais, clairement, parce que penser avant, j'en faisais genre un tous les 3 mois, un truc comme ça, puis là maintenant, c'est presque Ouais. tous les jours à force de les noter, donc. Ah ouais, ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé quelques fois comme ça, une ou deux fois par an. Mais c'est rare que je Ouais. note. que tu aussi. notes, ouais. Ouais, Enfin, ça prend, c'est du boulot, quoi. Ouais, bah. Je mets mes lunettes, en fait, là, je vais prendre le train à 12h20, donc je suis un peu en avance, je crois. Ouais. Voilà, je vais peut-être prendre mon billet. Et voilà, donc je te laisse faire la réunion du travail. Donc on a eu un call. Je décide que ça suffit comme quantité de vidéos et que c'est fini. Donc faites les cloches.